Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir Pierre. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Louis de Ragnel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Eric Woerth. Bonsoir. Et merci d'être fidèle à Europe 1. Vous avez dit que la semaine dernière, vous reviendriez pour commenter justement les grandes orientations de François Bayrou. Vous voilà dans ce studio, député EPR de l'Oise, ancien ministre du Budget. Est-ce que vous pensez comme Édouard Philippe que quasiment rien dans ce que propose François Bayrou ne règle le problème ? Et écoutez, je suis souvent d'accord avec Édouard Philippe et j'ai une relation très amicale avec lui, mais là je pense qu'il se trompe. Il déconne, vous pouvez le dire. Il se trompe. Ouais. Je n'emploie pas les termes de Madame Rousseau. Oui, Donc, elle dit pas ça. Non, mais elle dit des choses de ce genre-là. Comparez-moi à Sandrine Rousseau, je vous dirai rien, Eric Woerth. Oui, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. C'est douloureux. Non, mais c'est quand même assez malvenu, on va dire, si vous préférez, dans un langage châtié d'Édouard Philippe. Je trouve qu'il faut soutenir le Premier ministre. On a trop parlé d'immobilisme, et là, il n'y a pas d'immobilisme du tout. Il prend des mesures, évidemment, tout est contestable, tous des sujets à débat. On est en démocratie, et heureusement qu'il y a un débat. Mais enfin, la situation économique et financière du pays, elle exige de prendre des mesures solides et des mesures claires. Et ce qu'il a présenté hier est clair. Ouais, est clair et solide. Ça a besoin d'être répété plusieurs années, je le redis, parce que ça ne suffit pas. C'est 40 ou 43 milliards et quelques, ou 44 milliards si on veut être exact, sur 1700 milliards de dépenses. Donc on voit bien qu'il y a encore un effort à faire, jusqu'à ce qu'on baisse sous ces 3% qui font que les marchés financiers seront rassurés, que la France sera plus solide, qu'elle retrouvera une capacité à investir. Donc on a besoin de cela. Quant aux réformes structurelles, c'est ça que dit Édouard Philippe. Il dit il n'y a pas de réforme structurelle. C'est pour ça qu'il critique. C'est vrai, il n'y a pas de réforme structurelle, mais il y a un gel. Le gel, ou l'année blanche, comme on dit. C'est une sorte de réforme structurelle. C'est une forme de réponse structurelle. Ça oblige les ministères et les ministres, derrière le fait qu'on n'augmente plus les crédits, ça l'oblige à un moment donné, et très vite d'ailleurs, à des réformes structurelles dans les politiques qui sont les leurs. Si le Premier ministre avait proposé 12 réformes structurelles dans tous les sens, à tout moment, vous auriez 12 fronts absolument infernaux, et ça ne déboucherait sur rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on serait absolument certain qu'on n'arriverait pas à un consensus. Alors je ne sais pas sur un consensus, parce que le débat est difficile. Et évidemment, les partis politiques prennent parti de manière souvent assez démago. Hein. C'est plus simple de faire de la démagogie ou de considérer qu'il y a de l'argent magique en France. C'est pas forcément de la démagogie, ce sont des menaces. Monsieur Coquerel hier disait à la sortie de cette présentation que de toute façon il y aurait probablement un 49.3 parce que personne ne serait d'accord sur ce budget, et que derrière ce 49.3 il y aurait une motion de censure présentée par ses soins et par le groupe LFI et peut-être d'autres partis comme le PS, et que cette motion de censure serait adoptée. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Moi, je trouve que ce plan, il est juste. Il tient compte des difficultés des uns et des autres, mais ça demande un effort. Et un effort, c'est plutôt du salé que du sucré, quoi. On a vraiment eu l'habitude pendant de nombreuses années à délivrer sans arrêt beaucoup de sucré au crédit. Oui, quoi qu'il en coûte. Sans doute trop. Probablement, c'est allé trop loin. Mais enfin, c'est facile de le dire aujourd'hui. Tout le monde était d'accord. Et la plupart, d'ailleurs, des groupes politiques qui n'étaient pas du côté de la majorité, appelaient à plus, faire plus, plus vite, amortir tous les coûts, amortir l'inflation, payer les salaires des uns et des autres à tout niveau. Bon, en tout cas, la France ne s'est pas arrêtée. Probablement le coût d'une France arrêtée aurait été plus important que le coût de la chose, mais enfin, on peut en discuter. Mais moi, je suis persuadé que cet effort, il est bien proportionné et il est bien réparti. Et je rappelle que la France est un pays, le pays le plus redistributeur au monde. Les écarts de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres sont en France. Et c'est l'ancien ministre du budget qui le dit. Donc au moins de 1 à 18. On peut vous faire confiance au moins là-dessus. Avant redistribution et de 1 à 3 après le vaste système de redistribution. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Donc il y a beaucoup de difficultés. Je veux dire, on peut pas humilier les uns et les autres dans cette affaire. Quand on dit il faut travailler plus, le Premier ministre propose la suppression de 2 jours de férié. Ça crée tout un débat qu'on a connu d'ailleurs à l'époque de Jean-Pierre Raffarin, il n'y a pas si longtemps. Mais il a raison, le Premier ministre, de dire il faut travailler plus. Parce que la France, elle a besoin de travailler plus. Alors je sais bien que c'est dur, que le travail est difficile, qu'on peut donner beaucoup d'exemples qui disent que c'est très difficile d'aller plus loin. Mais enfin, travailler une quinzaine d'heures de plus par an, ça doit être
ça doit être possible. Et l'effort pour, au fond, conforter la nation, c'est un effort qui est pas un effort de guerre, mais qui est un effort sérieux et solide et qu'il va falloir mener. Et notre génération, la génération de ceux qui sont actifs aujourd'hui, elle se doit de faire cela. Parce que on peut pas faire reposer sur les épaules de nos enfants des coûts que nous devrions prendre à notre charge. Éric et c'est Woerth, ça la question. Invité d'Europe 1 soir, Louis Dragnel. Non, moi, je rejoins Éric Woerth sur le constat et le diagnostic qui a été posé hier par François Bayrou. Globalement, François Bayrou est lucide et a raison de poser ce diagnostic, et en présentant la menace avec notamment la comparaison qu'il a faite avec la Grèce et avec le risque qui nous pend au nez quand même. Si on n'agit pas, en réalité, là, on va dans le mur. Il est minuit moins une. Il fallait agir. Donc moi, là-dessus, j'ai aucun problème avec ce que vient de présenter François Bayrou. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde le détail des mesures, moi, je suis, pour le coup, je trouve que ça va pas du tout assez loin, parce que on parle de baisse, de hausse de dépenses. En réalité, pour la plupart des dépenses qui sont contenues, qui sont limitées, c'est, je prends un exemple par exemple, c'est la question du dérapage des dépenses sociales. François Bayrou dit hier, si aucune action n'est conduite par le gouvernement, il y aura une explosion, un dérapage de 10 milliards d'euros l'an prochain. Et donc, il propose de ramener ces 10 milliards de dérapage à seulement 5 milliards. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est non pas le ramener à 5, mais baisser carrément le ramener montant à zéro. de ce... non, pas le ramener à zéro, puisqu'il y a toujours des dépenses sociales, mais il faudrait baisser tout simplement nos dépenses publiques. Et ça, pour le coup, sur un certain nombre de sujets, François Bayrou a quand même expliqué que rien ne bougerait, personne serait... Enfin, il y aura des gens évidemment qui sont touchés, mais que globalement l'impact sera plutôt léger. Ensuite, sur la question des jours fériés, moi je trouve que en soi c'est un leurre total. L'objectif de François Bayrou, je pense là, c'est de la tactique, c'est de faire en sorte d'agiter en fait ce chiffon rouge et de faire en sorte que les oppositions sautent sur la question des jours fériés, espèce de totem, ça va être la discussion de plage et la discussion du camping, et tout le monde parle que de ça. Ensuite, ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Éric Woerth. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut travailler plus, mais c'est le degré zéro de la stratégie politique de simplement proposer la suppression de jours fériés. Ce qu'il faut, c'est changer notre modèle. C'est-à-dire que c'est pas en supprimant... En fait, une fois qu'on aura supprimé tous les jours fériés, on continuera dans 10 ans d'avoir un problème de mauvaise gestion. Le vrai sujet, c'est que l'État est obèse, c'est qu'il y a eu 180 000 fonctionnaires qui ont été recrutés en plus depuis 2017, c'est qu'il y a des dépenses qui continuent d'augmenter, d'exploser, 3 000 et qui ne sont, voilà, et qui ne sont pas contrôlées. 5,7 millions. Alors après, il y a aussi le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 3 qui va partir à la fête. Mais avant d'arriver aux chiffres d'avant la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, globalement, il va se passer beaucoup de temps. Et donc, je trouve que philosophiquement, se dire qu'on va toucher des jours fériés, à la limite, je rentre même pas dans le débat de quel jour férié on va toucher, eh bien, c'est déjà renoncer à mettre en place des mesures structurelles. Vous ouvrez beaucoup de brèches. Et je termine simplement, parce que là, et je conclus, malheureusement... C'est pas des tiroirs, c'est une commode. Non, mais malheureusement, et ça pour le coup j'ai un regret, c'est que ce discours, et c'est pas de la faute de François Bayrou, il intervient beaucoup trop tard par rapport au deuxième mandat d'Emmanuel Macron, et je crains fort qu'en réalité, on est déjà en campagne présidentielle, Pierre. Et donc les oppositions, moi je pouvais vous écrire les communiqués quasiment à l'avance de chaque groupe politique, avant même d'écouter François Bayrou. D'ailleurs, les menaces de censure, on les connaissait avant le discours de François Bayrou. Écoutez, et donc je crains simplement qu'il ne se passe malheureusement pas grand-chose. Mais si de temps en temps, pour être positif, ce serait pas dans cet océan de dépression, je serais pas si mal. Je suis d'accord sur une bonne partie de ce que vous dites. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait dans le cadre d'un Premier ministre sans majorité et dans le climat qui est le nôtre aujourd'hui. Il est allé au plus loin de l'exercice. Il y a deux parties dans son plan. C'est plutôt malin. Il n'a pas uniquement présenté un plan de réduction de la dépense. Alors, c'est une réduction de l'augmentation de la dépense. On parle de baisse de hausse. On ne parle pas de baisse. On n'a pas le temps de l'expliquer, mais la plupart des crédits des ministères, puisqu'on a le détail maintenant des crédits des ministères, la plupart des crédits, ils sont en euros, en euros, les mêmes en 2026 qu'en 2025. Il y a quelques différences. Ah oui, mais vous savez, un budget, c'est une machine infernale. Et qu'en fait, il bouge beaucoup. Il bouge parce qu'il y a de la démographie, parce qu'il y a de la productivité, parce qu'il y a de la dette, donc parce qu'il y a des prélèvements européens, même si Amélie de Montchalin a pu obtenir un dégrèvement de ces prélèvements européens, parce qu'on est plus malade, parce qu'on vit plus vieux, donc on est plus malade, et chaque année les dépenses maladie elles courent, parce que le baby boom fait qu'il y a plus de retraités, etc., etc. Donc il y a des parties qui sont difficiles à comprimer, sauf à faire des réformes de structure. C'était le cas avec la réforme des retraites, et
dans le domaine des économies, dans le domaine du social, et donc notamment surtout de la santé. Il y a beaucoup de choses. Sur la prévention, il y a beaucoup de choses. Sur les ALD, par exemple. Les ALD. Alors les ALD, c'est évidemment des personnes qui sont en maladie chronique. Il n'est pas question de moins bien soigner des personnes qui ont des maladies très graves. C'est le grand dossier de votre camarade Philippe Vigier qui était là hier soir. Il y a quand même un mot qui n'a pas été prononcé depuis qu'on discute. Sébastien Ligné. Immigration. Il y a quand même un mot qui a été absent pendant 1h15, c'est le mot immigration. Je vais y revenir si vous voulez. Non, mais parce qu'on a demandé des efforts à tout le monde, enfin tout le monde, certains plus que d'autres. On pourra peut-être revenir sur la question des retraités. Mais en attendant, l'immigration, ça a aussi un coût. Vous parlez de la santé, je rappelle que l'AME... Pourquoi cet angle mort sur l'immigration, Eric Woerth? Je rappelle que les prestations non contributives, c'est 15 milliards d'euros par an. 15 milliards d'euros par an, est-ce qu'on crache dessus? Moi, je crache sur rien du tout. Les ALD, il y a 20% des Français qui sont en maladie chronique. Il y en a 100% en Allemagne. Ce chiffre hier. Il y a juste un petit problème. On est beaucoup plus malades. Donc, ça veut dire des personnes qui sont prises en charge à 100%. Donc, il faut concentrer le tir sur, effectivement, celles et ceux qui sont dans une vraie maladie chronique, mais avec surtout, évidemment, le remboursement à 100% des soins liés à cette maladie chronique. Les arrêts maladie ont explosé de 6%. 6%, c'est absolument considérable. Donc la réduction du travail, enfin l'augmentation du travail par les jours fériés, bien sûr que ça peut apparaître comme anecdotique. Mais derrière le plan de baisse de la dépense, il y a un plan qu'il a appelé augmenter la production, enfin faire en sorte. Ouais. Donc ça, c'est en avant la production. En avant la production. Il suffit de reprendre. On l'a entendu combien de fois ce plan? Oui, mais si vous ne croyez plus à rien, je vais dire, pardon, en avant la production, Emmanuel Macron nous avait fait la même chose en 2017. Vous savez, parfois, pourquoi est-ce qu'on touche original, c'est pas de dire la même chose, c'est surtout de le faire. Non mais Eric, je pense une question sur l'immigration. Pourquoi cette question de l'immigration est un tabou? Pourquoi on refuse d'en parler? Cette question est posée, il est 19h27, on va marquer une pause, on va redescendre un peu et Eric Woerth va répondre juste après la pause. Et vous êtes bien sur Europe 1, dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, Eric Woerth, député EPR de l'Oise, ancien ministre du budget, qui commande ces propositions pas d'Édouard Philippe justement, mais de François Bayrou. Édouard Philippe le critique copieusement. C'est assez étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui est dans le même socle commun, comme on l'appelle. Marine Le Pen dit ce sont toujours les Français qui trinquent. Jamais les étrangers ni les migrants. C'est vrai, et Sébastien Ligné posait la question juste avant la publicité. Pourquoi avoir laissé cet angle mort sur l'immigration? D'abord, c'est les Français qui trinquent. On est en France. Ce n'est pas les Allemands, c'est pas les Italiens. Non, mais le coût de l'immigration, c'est un coût de l'immigration. Il est réel, c'est factuel, c'est pas de la fiction. Je vais vous dire un truc, vous n'y croirez pas, évidemment, et les auditeurs sans doute non plus. Ça dépend. Allez-y. L'immigration a un coût zéro. Un coût zéro. C'est mesuré par l'OCDE assez régulièrement, un coût zéro. Et quand vous regardez 1 euro de coût pour un immigré, donc on a quelqu'un qui n'est pas français, 1 euro de coût, 1 euro dépensé pour l'immigration, et en face il y a une recette de 0,88. On accueille des immigrés qui travaillent pas, Eric Woerth. Pardon, il y a 10% de taux d'activité chez les immigrés. Et pour les Français, c'est à peu près le même rapport. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en déficit et c'est pour ça qu'il y a plus de dépenses que de recettes. Donc je suis très souvent d'accord avec vous, Eric Woerth, mais là-dessus, honnêtement, pas du tout. Moi, je veux bien, mais il y a des critères très précis, parce qu'on peut aussi penser que... Vous ne pouvez pas dire que l'immigration, ça coûte zéro, Eric Woerth. Mais moi, je ne le dis pas, l'OCDE le dit. Non, mais c'est la vérité. Non, mais lisez les rapports économiques là-dessus. Attendez, vous le verrez. Eric Woerth. Et vous n'y croyez pas, parce que personne ne veut y croire. C'est ça qu'on a dit. Que l'immigration ne soit pas maîtrisée. Que l'immigration ne soit pas maîtrisée suffisamment. Qu'il y ait des provocations, qu'il y ait des communautarismes dont l'identité... Je vais vous citer 3 exemples. Je voudrais qu'on laisse la parole 2 secondes à Louis de Raguenel, pardonnez-moi. Et en plus, je suis très souvent d'accord avec vous, mais là-dessus, pas du tout. Quand vous, alors, j'ai pas regardé la méthode de calcul dont vous parlez, mais quand vous regardez, vous avez un taux de chômage qui est 2 fois supérieur chez les étrangers que chez les Français. Vous avez l'aide médicale d'État, alors c'est un petit poste, honnêtement, dans le budget de l'État, qui ne cesse mais il est là. Mais 1 milliard, voilà, mais qui ne cesse de croître. Vous avez toutes les externalités négatives liées à l'immigration, hôpital, école, logement. Ça, c'est un coût qui, aujourd'hui, personne ne le chiffre, mais c'est un coût qui est considérable. Et puis, vous avez toute l'immigration clandestine, les charges en plus que ça représente pour l'État. Prestations non contributives, 15 milliards d'euros. Quand vous pensez, non mais je termine avec un exemple. Le prix aujourd'hui le prix d'un mineur non accompagné, c'est à peu près 55 000 euros par personne par an à la charge des départements.
ça pour le coup, voilà, c'est un nombre d'heures de travail considérable aussi. Je parle pas de l'immigration illégale. Je parle de l'immigration régulière. L'immigration irrégulière, non, mais là, c'est un autre sujet. Là, le RSA, les Français qui ont une nationalité française et qui sont nés en France, qui touchent le RSA, ils vont être impactés par l'année blanche. Aujourd'hui, vous avez les prestations sociales non contributives des immigrés. Ces 15 milliards-là, le non contributif, c'est prestations. On y a accès au bout d'un certain temps. On peut prolonger ce temps. Enfin, mais honnêtement, c'est assez difficile d'en faire un sujet sans aucune majorité. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas de majorité pour voter quoi que ce soit sur l'immigration. Moi, je pense que c'est la seule majorité qui existe aujourd'hui, c'est une majorité sur l'immigration. Bien sûr, je suis sûr de ça. Bien sûr que je suis sûr de ça. Et je vous ferai remarquer qu'il y a eu plusieurs lois sur l'immigration. Ça a posé des difficultés tout à fait considérables. C'est peut-être pas une raison pour reculer, Éric Woerth. C'est pas parce qu'il y a eu des difficultés sur l'adoption d'une loi immigration qu'il faut reculer sur ce sujet. Tout le monde doit payer. Il y a qu'une seule catégorie qui paye pas. C'est le discours du Rassemblement national depuis le début. Depuis le début. Moi, j'ai rencontré un jour Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen quand j'ai voulu augmenter l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. J'ai rencontré tout le monde. Le seul, lui, il était content plutôt d'être reçu par un ministre et ça l'étonnait. Elle était moins contente et c'était pas trop son sujet. Son sujet était de dire, il connaissait rien aux questions de retraite. Son sujet était de dire, il faut supprimer l'immigration et vous aurez réglé le problème des retraites. Et c'est le même langage. C'est le même langage depuis 15 ans. Et pour une fois, je vous trouve un petit peu excessif. Mais moi, je me base. Je suis d'accord avec Louis, vous êtes un peu excessif. Non, je me base. Et vous êtes rarement excessif. Pardon, je me base. Non, c'est la vérité absolue. Non, mais ce que vous dites sur, non, mais c'est pas que le discours du RN. Il y a pas beaucoup de Français pensent ça. C'est beaucoup le discours du RN. Et ce discours-là, Moi, vous êtes en train de dire que le discours n'a pas évolué en 15 ans. On peut pas parler de ça de façon calme et entre adultes. C'est ça qui est terrible. La preuve, on en parle. Mais je veux dire que l'immigration, évidemment, aujourd'hui, est un problème pour la France, que nous ne devons la maîtriser, qu'elle n'est pas suffisamment maîtrisée, qu'on doit maîtriser les flux migratoires, que par ailleurs, on a quand même besoin d'un certain nombre d'immigrés pour faire beaucoup des travaux qu'on veut pas faire. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, il suffit de sortir de chez soi. Donc vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur tous les immigrés de France et du Navarre. On est en train de faire 1h15 de plan de réduction de dépenses. Il y a un totem qui n'a pas été touché. On dit que ça coûte de l'argent. Moi, je vous dis que ça ne coûte pas d'argent. Je vous dis que ça ne coûte pas d'argent. Il y a des rapports de la Cour des comptes. Moi, je crois à l'OCDE et je crois à l'OCDE. Oui, mais parce qu'on ne regarde jamais ce que ça rapporte suffisamment bien les comptes de la France. Peut-être si on dézoome un tout petit peu, on dit aussi ce qu'on a envie de dire. François Bayrou lui-même a posé la question de l'immigration et du coût de l'immigration à plusieurs reprises depuis qu'il est Premier ministre. Là, factuellement, c'est un grand oublié du sujet. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, tout à l'heure, qui était en déplacement, a dit, eh bien, dans ce budget-là, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de l'immigration. Il va falloir que le coût de l'immigration soit intégré dans la question des réductions de dépenses. En matière migratoire, ne pouvait pas être avantageuse. Vous êtes trois, je suis tout seul, donc laissez-moi 2 minutes. Il faut resserrer, c'est difficile. Il faut évidemment resserrer les conditions d'accès à un certain nombre de droits. C'est bien évidemment. Il faut pousser au plus loin pour que les immigrés en situation irrégulière soient exclus du territoire français. Il faut faire en sorte que tous les communautarismes, en général, c'est pas la part de Français, enfin des gens d'origine française, parce que souvent c'est des Français. Il y a aussi beaucoup de Français qui sont d'origine immigrée. C'est pas tout à fait la même chose. Et bien, ces Français-là ne peuvent pas vivre un communautarisme qui s'oppose aux valeurs de la République. Donc il y a aucun laxisme de ma part. Mais je vous dis qu'économiquement, il y a quand même un certain nombre d'immigrés qui travaillent. Ces heures de travail sont extrêmement importantes. 10% de taux d'activité chez les gens qu'on accueille. Écoutez, je vais vous envoyer l'ensemble des études de l'OCDE. Donc 10% de taux d'activité, ça vous choque pas. Mais on accueille. Pourquoi vous me posez des questions comme ça? On exporte des bacs plus 7 et on importe des bacs moins 7. Mais évidemment que ça me choque. Mais pourquoi vous posez des questions de façon aussi caricaturale? Mais non, mais parce que j'essaie de savoir pourquoi cette question. C'est des questions de société. Ce sont des questions de société, Éric Woerth. Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire que c'est des questions de société. Je viens de vous dire qu'il faut aucun laxisme. Mais pardon, on ne peut pas résoudre le problème. Il y avait un oubli. On ne peut pas résoudre le problème financier de la France uniquement en appuyant sur le bouton immigration. Mais non, c'est pas des choses qu'on est en train de dire. Je vous rassure, personne ne le dit. Nous, quand on a appelé Matignon, on a appelé l'Élysée. Voilà, ils reconnaissent tous qu'il y a un service politique. Voilà, il y a un sujet sur l'immigration et c'était une raison politique. Et il n'y a pas d'autre raison. Et c'est plus simple quand
quand c'est dit comme ça et tout le monde le comprend. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal ne réagit pas? Je disais tout à l'heure en introduction qu'il était critiqué. Il a réagi depuis. Oui. Alors parce que moi j'avais pas eu de réaction de Gabriel Attal et on avait Alors, il a mis du passé temps. ça pour C'est une vrai, omission. vous avez raison. On peut pêcher par action et par omission, mais là, alors finalement, que dit Gabriel Attal, Louis de Ragnel, puisque vous me dites que Écoutez, à l'instant, alors, attendez, je reprends sa déclaration. on aurait faut que quand je la même retrouve. besoin que François Bayrou ait besoin d'une majorité et en attendant par le chef. Une majorité soutenante. Voilà, soutenant. Voilà. Oui. Alors Ça c'est un peut être texte le cas. très long, donc je vais faire la version courte quand même. Je vous prends la première et la dernière phrase, souvent ça résume bien les choses. L'enjeu du redressement de nos finances publiques pour l'année qui vient est colossal, il est aussi vital. Donc il revient sur tous les enjeux et à la fin, donc il y a une nécessité de maîtriser notre déficit. La politique politicienne n'a pas sa place dans un moment aussi important pour la France et pour son avenir. Avec les députés Ensemble et Renaissance, Ça veut dire nous choisirons toujours la qu'on voie de la est soudés. responsabilité et de la vérité. Ça veut dire que ça répond à la question, est-ce que le socle commun Mais on le soutient. tient? On soutient Oui, le pour plan, l'instant, bien sûr. il tient. En tout cas, il fait, le plan. il fait En tout cas, plus moi, je le de, soutiens et je il pense que fait, les il fait députés, preuve de bien plus sûr, de fidélité le PR le soutient. et de loyauté qu'Édouard Mais je pense Philippe qu'Horizon dans les anciens premiers soutiendra. ministres. Je pense qu'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, il soutiendra le plan de François Bayrou. Il peut regretter le fait qu'il n'y ait Bien pas sûr. plus de structurel, etc. Voilà, il a le droit de le faire. On est à Mais, 2 ans d'une présidentielle, Edouard Philippe on est en va se pleine démarquer tournée. aussi. On est On n'a en pas pleine parlé des tournée. retraités. On a besoin de responsabilité. La vraie bonne nouvelle. Sébastien. Non, mais parce que je parlais tout à l'heure pendant la pub du fait que on est en train de s'énerver pour un plan qui n'a rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que on se pose sincèrement la question devant les cris d'orfraie qu'on entend depuis 24 heures. Est-ce que ce pays est réformable? Parce que c'est quand même pas Thatcher, c'est pas François Fillon de 2017 là, ce qu'on nous a présenté. Les 600 000 Quand on voit l'impression qu'on est au bord, fonctionnaires en moins. on est au bord d'une crise d'austérité, ce n'est pas ça. En revanche, il y a un point positif, c'est qu'il y a quand même un tabou le tabou de l'immigration, pardon, n'a pas sauté. Celui des retraités, en revanche, commence à être fracturé. C'est-à-dire qu'enfin, on a eu un Premier ministre en exercice qui, au-delà de l'aspect électoral, parce qu'évidemment que le corps des retraités pèse lourd dans le corps électoral, et c'est un poids immense pour chaque élection, et c'est un poids indispensable pour emporter l'Élysée, un Premier ministre ose dire, tout le monde doit participer, même les retraités. Même les retraités, qui, je rappelle, c'est quand même 400 milliards d'euros par an. Les pensions de retraite, c'est 15% du PIB. Jamais, on n'en touchait, jamais. Enfin, on a dit, on va geler aussi les pensions de retraite. Alors, c'est un effort minime. Hein. Attention, je rappelle, on parlait de la Grèce tout à l'heure. Louis disait que la Grèce n'était pas si loin. En Grèce, ils ont baissé de 30 à 40% les pensions de retraite. J'étais dans une situation Oui, mais enfin, je veux dire, on est catastrophique quand même. Oui, enfin, le Portugal, l'Irlande, Mais, l'Espagne, c'est toujours une la option, Lettonie, possible. l'Italie, dans les années 2010, Faut ils faire ont tous très baissé les attention à pensions de ça. retraite. Bien Donc sûr, nous, faut faire très on est attention encore à ça. à l'étape. On n'a jamais fait ça zéro, et Dieu merci. On est à l'étape Et si zéro on ne fait de rien, on retraite. peut arriver Si on effectivement à l'état de la recentre Grèce. sur les questions de Eric retraite, Woerth. on n'a pas fini. Oui, il y a quelques semaines, on rediscutait de savoir s'il fallait ou pas revenir sur l'âge de la retraite. Quoi, c'est juste pas possible. C'est la plus grosse dépense publique. Ce qui est gelé, c'est les pensions du régime général. Oui. Il n'a pas parlé des régimes complémentaires. Donc on verra ce que fait l'Agirc Arrco, c'est-à-dire les partenaires sociaux, par exemple. Mais c'est quand même la première source Mais de... c'est toujours intéressant de voir ce que fait l'Agirc Arrco, parce que ce sont les partenaires Je sociaux. pense qu'il y aura beaucoup d'étapes supplémentaires à ce Puis budget. après, il faudra voir ce qui se fait réellement. Mais moi, mon inquiétude, c'est qu'on est quand même dans une période où vous pouvez annoncer. Mais on a jusqu'au 15 vous septembre. annoncez 100 et il se passe 2. Alors, ça peut pas être détricoté. Si c'est détricoté, si ça part en lambeaux, c'est vrai que c'est la fin des ambitions françaises. C'est qu'à un moment mais je suis donné, d'accord. on C'est est ça, s'il y a une incapable censure, ensemble, on est c'est capable catastrophique. ensemble de faire un effort collectif. On peut faire de temps en temps des efforts collectifs, dénués de tout contenu politique. Au fond, il n'y a pas de contenu politique dans ce qu'il a dit hier, dénués de tout contenu politique pour essayer de faire en sorte de remettre le bateau à peu près en quelques années dans de bonnes conditions. C'est juste ça. On doit pouvoir y arriver. Moi, je suis assez